Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Beautremblay. Bonjour. Allô? Tu es coordonnatrice pour Radar 02, qui est une cellule d'intervention rapide en prévention pour les homicides intrafamiliaux. Exactement. C'est un long nom qui m'apparaît avoir beaucoup d'importance. C'est un sujet que je suis extrêmement heureuse qu'on aille ensemble aujourd'hui parce que il faut qu'on en parle. Si on veut qu'un jour, ça serait le fun que vous n'existiez plus, en fait, un jour. Qu'est-ce que ça comprend, une cellule d'intervention rapide en prévention d'homicides intrafamiliaux? Mais comme tu l'as dit, c'est un très, très long nom qui veut dire beaucoup de choses, hein? La cellule en intervention rapide qu'on peut appeler Radar 02 pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, ce qu'elle vise, c'est prévenir les homicides dans un contexte familial. Donc, ça peut être des homicides conjugaux, ça peut être les parents qui s'en prennent à leurs enfants, les enfants qui s'en prennent à leurs parents, entre frères et sœurs. Ça englobe vraiment tout ce qui est... c'est tout ce qui est homicide familial. En contexte familial, exactement. Ça l'exclut vraiment tout ce qui est externe à la famille. Donc, c'est vraiment le mandat qu'on s'est donné, nous, en cellule, c'est tout ce qui est en contexte familial. Et en fait, Radar 02 ne vient pas remplacer ce qui se faisait déjà sur le territoire avec les partenaires qui travaillent auprès des familles. Mais c'est que vraiment, quand les partenaires ont l'impression d'être allés au bout de ce qu'ils pouvaient aller, et même en ayant contacté certains de leurs collègues externes, encore là, ne sont pas capables de faire diminuer le risque, bien là, on peut faire appel à la cellule. Donc, c'est vraiment des situations qui ont un caractère exceptionnel, qui viennent vraiment, là, quand on ne sait plus quoi faire, on n'est plus capable de gérer pas le en risque. prévention, ça veut dire? Oui, on est en prévention, mais en fait, Radar va vraiment venir quand le risque est plus... on n'est plus capable de le gérer à l'interne, si on veut, des organisations. OK, je comprends. Puis qu'on a été au bout de nos ressources. Puis même encore là, on se dit, il va se passer quelque chose, on est inquiet, il faut faire quelque chose. Bien là, on va faire appel à la cellule. Puis Radar, là, on parle de Radar 02 qui est dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais Radar, c'est partout au Québec, là. Bien, les cellules en intervention rapide sont partout au Québec. Elles ne s'appellent pas Radar 02. Chaque région porte leur nom. Nous, c'est ce qu'on a décidé pour notre région. Donc, on trouvait que c'était un nom qui représentait bien la mission, c'est-à-dire on a un radar dans la région pour détecter ces situations-là qui sont à risque d'homicide. Et ce service-là, c'est pour la population, c'est pour les intervenants? Ça se trouve être pour qui, en fait, justement? Radar 02, c'est un service qui est fait vraiment pour les partenaires, les intervenants de tous les milieux, là, que ce soit institutionnel, privé, socio-judiciaire, policier. C'est pas un service qui est fait pour la population. Donc, c'est vraiment, moi, mon rôle, c'est de coordonner le service, si on veut, entre les partenaires pour dire qui fait quoi dans le temps pour faire diminuer le risque, justement, de passage à l'acte dans les familles. OK. Là, j'ai plein de questions pour toi. Parce que, justement, tantôt, tu as comme parlé, les homicides intrafamiliaux, on comprend que c'est dès que, dans le fond, ça appartient à une famille. Maintenant, il y a plusieurs termes, en fait, qui existent. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être que c'est pas super clair toujours. Quelles sont les différences, vraiment, entre l'homicide conjugal versus infanticide versus féminicide versus... peux-tu nous faire un peu comme de ménage là-dedans? Il y a beaucoup de... il y a quelques typologies, si on veut, dans le contexte des homicides intrafamiliaux. Celui qu'on connaît le plus, c'est celui qu'on entend dans les médias comme étant appelé un féminicide. Nous, on va parler d'homicide conjugal. Un féminicide, c'est tuer une femme parce qu'elle est femme, tandis qu'un homicide conjugal, ça va être de tuer sa femme ou son conjoint, parce que des femmes qui commettent l'homicide, ça existe. Ça existe aussi. C'est une très petite proportion. C'est souvent homme auteur de violence, femme victime. Donc, nous, on va démêler ça. Et homicide conjugal, ça va aussi englober toute notre communauté de diversité culturelle, donc des couples de même sexe, non-binaires. Fait que c'est vraiment plus inclusif. On va parler de félicide. Félicide, c'est ce qu'on pourrait entendre comme étant un infanticide. Mais un infanticide, par définition, c'est tuer un enfant parce qu'il est un enfant, comme on le fait dans d'autres pays, tuer un enfant pour son sexe. Je comprends. Tandis qu'ici, on va aller tuer son enfant. Oui, je comprends. Donc ça, c'est... Pas parce qu'il est enfant, parce qu'il y a une... Il y a différents contextes dans le félicide, ça. Exactement. Donc, c'est les parents qui vont s'en prendre à leur enfant. On va parler de parricide. Le parricide, c'est les enfants, souvent majeurs, qui vont s'en prendre à leurs parents. On va parler de familicide. Ça, c'est toute la famille qui est tué à ce moment-là. C'est quand même plus rare, mais on en a un par année au Québec, des fois pas. Et on va parler de fratricide, donc c'est la fratrie. OK. Mais par rapport à la familicide, en fait, il me vient en tête comme le cas de Guy Turcotte, en fait. Guy Turcotte est un félicide parce que lui, il a tué ses enfants. Mais l'ex-conjointe n'a pas été tuée. Donc, c'est félicide. Ça serait un contexte où est-ce que je tue mes enfants, ma conjointe et moi par la suite.
Avec suicide ou pas, parce que là, on mélange des concepts. Dans l'homicide intrafamilial, il va y avoir ce qu'on appelle un homicide-suicide. Donc, c'est un événement où il va y avoir homicide et suivi immédiatement après par le suicide de la personne auteur. Je comprends. Ce qui est clairement pas tout le temps le cas. Là. Exactement. Parfois, il n'y a pas de suicide, mais quand souvent la conjointe et les enfants vont être tués, on va parler d'un familicide. OK, je comprends. Ça ressemble à quoi comme réalité? Est-ce que c'est si présent? Est-ce que c'est en augmentation, en diminution? Qu'est-ce que vous observez, justement? C'est une bonne question parce que c'est beaucoup plus médiatique qu'avant. Donc, je pense que peut-être à tort, on peut penser qu'il y en a plus qu'avant. Je comprends. Par contre, quand on regarde les recherches des années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a une très, très grande diminution. Donc, on parle dans les années 70, il y avait 0,8 homicides par 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 0,2. Donc là, ça s'explique par le statut de la femme, son autonomie, milieu du travail, l'éducation, toutes les ressources aussi qui ont vu le jour. Donc, les maisons d'hébergement dans les années 70-80, suivi des services pour auteurs de violence, toute la prévention. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est un sujet qui est beaucoup moins tabou. Ça l'explique, la diminution. Dans les dernières recherches du ministère de la Sécurité publique, en fait, sur tous les homicides au Québec comptabilisés annuellement, les homicides en contexte familiaux représentaient environ 29,5 %. Donc, on parle à peu près du tiers des homicides au Québec qui sont faits à l'intérieur d'une famille. Donc, c'est une très grande proportion. Ça aussi, on peut peut-être penser à tort que ça se passe toujours ailleurs, hein? Les homicides, là, les gangs criminalisés, tout ça. Mais non, c'est quand même un 30 % qui appartient à cette catégorie-là. 30 % ça demeure quand même important, je trouve, comme... Oui, c'est une très grande proportion. Puis c'est une bonne chose qu'au Québec, maintenant, on s'occupe justement de cette prévention-là. Vraiment. Parce que, tu sais, si on recule dans les années 70, on n'en parlait pas, puis ça se passait vraiment dans les familles, c'était pas l'affaire de la société. Et là, c'est à partir, je dirais, du milieu des années 80 qu'il y a des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à cette problématique-là, à se poser la question, est-ce que c'est prévisible, un homicide intrafamilial, ou c'est quelque chose d'impulsif, de spontané? Donc, c'est les recherches là, qui sont mis à avancer là-dessus pour... Mais là, ça, c'est une excellente question, parce que c'est un mythe aussi, en fait. Des fois, on va dire comme... on dirait que je pense comme dans les médias, que le fameux voisin, on n'a rien vu venir, tu sais, c'est tellement médiatique, c'est tellement, je trouve, des fois, un peu agrandi là, comme façon de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est vraiment impulsif ou c'est plutôt préventif? C'est plutôt prémédité, en fait? J'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis, parce que quand on entend ça dans les médias, là, on entend une maman qui a noyé ses 2 enfants. Comme nous, comme citoyens, on se dit, mon Dieu, c'est... Comment on arrive à poser ce geste-là? Était déconnecté de la réalité, était en consommation, c'était impulsif, un coup de tête. Bon, tu sais, on peut se poser la question. Puis en fait, ce que les chercheurs ont réussi à démontrer, c'est que la plupart des homicides, c'est sûr que le 100% n'existe pas, mais la plupart des homicides sont planifiés. Donc, c'est des choses qui vont se construire avec le temps, un peu comme les idées suicidaires. On aime bien faire le parallèle. Hein? Ça devient la seule solution à ma souffrance. Je ne vois pas d'autre avenue que de poser ce geste-là. C'est ça, l'auto-stresseur, là, en fait. C'est vraiment ça. Là, exactement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, en fait, pour les partenaires, les intervenants de la région. Ben oui, on peut agir. Exact. Il y a des signes avant-coureurs. On est capable de voir des choses se préparer. Et c'est là que nous, avec Radar, on est allé former les partenaires, les intervenants pour être capables de lever les petits drapeaux rouges. Moi, je pense que dans cette situation-là, il y a un risque homicide qui est en train de se préparer. Donc, on va la surveiller, puis on va l'évaluer et on va justement poser des actions pour aller déconstruire ces idées-là. Oh mon Dieu, ça m'intéresse. J'ai vraiment le goût que tu nous en donnes un peu plus. Mais avant, j'ai envie que tu me parles. Est-ce que vous voyez aussi une différence? Parce que ça aussi, je pense que c'est peut-être un mythe. Qu'il y a plus d'homicides, justement, dans la communauté, par exemple, LGBT, Q+, Premières Nations, immigration. Est-ce que vous constatez, est-ce que la recherche nous a permis d'amener de la lumière sur ça? Qu'en est-il? Bien, malheureusement, les chercheurs n'ont pas isolé ces groupes-là spécifiquement. Par contre, dans les statistiques, ce qu'on voit avec la diversité culturelle et la diversité sexuelle et de genre, c'est qu'il n'y a pas plus, pas moins d'homicides qui sont faits par ces groupes-là. Donc, si sur la population du Québec, il y a un 20 % qui appartient à l'immigration, bien, ça va représenter ce même nombre-là dans les homicides. Ce qu'on comprend, c'est que les facteurs de risque sont sensiblement les mêmes. Cependant, il y a tout l'aspect religion, l'aspect culturel qui leur appartient, le fait que parfois, dans certaines cultures, la femme ne peut pas quitter, bon, tout ça, les barrières de langue, la méconnaissance des services, donc ça vient ça peut être des facteurs précipitants.
Exact. Ça vient aggraver, si on veut, notre pouvoir d'action. OK. Même chose pour les communautés diversité de genre et de sexe. Par contre, au niveau des Premières Nations, ce que les recherches démontrent, c'est que les femmes qui sont issues des Premières Nations ont 7 fois plus de risque d'être victimes d'un homicide par leur conjoint qu'une allochtone. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Bon, tous les traumas qu'ils peuvent le trauma transgénérationnel, bien sûr, c'est ça que je pensais aussi, là. Tout à fait. Et aussi le fait que dans plusieurs communautés, bon, mais ils sont isolés. Bon, c'est ça. Puis la proximité des auteurs de violence, tout ça. C'est ce qu'on voit dans les recherches. OK. Là, tu parles depuis tantôt des facteurs de risque, justement. C'est quoi? Mettons que je comprends que Radar, c'est fait pour les intervenants. Mais monsieur, je suis monsieur, madame, tout le monde. C'est mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, c'est mon enseignante. Je sais, moi, peu importe. En fait, c'est quoi les facteurs de risque qui peut peut-être amener une personne à dire « Hey, attends un petit peu, peut-être qu'on devrait aller consulter pour aller chercher de l'aide. » Bien, moi, je pense que pour la population, on ne parlera pas nécessairement de facteurs de risque. Tantôt, tu disais le voisin qui n'a rien vu aller. Mais pour les proches, ils voient toujours des choses aller, ils sont toujours inquiets. C'est souvent ces personnes-là qui vont dire « Ah, ben je le savais que ça allait arriver » ou « Je voyais des choses ». Moi, ce que je suggère à ces gens-là, c'est d'aller voir des organismes spécialisés. Il y en a beaucoup. Vous pouvez faire appel aux maisons d'hébergement. Il y a des suivis en externe. Ils vont vous aider. On a beaucoup d'organismes pour auteurs de violence. Il y a des centres de femmes. Écoutez, je pourrais vous en nommer toute l'avant-midi. Allez cogner aux portes, demander de l'aide, même si c'est pas votre situation, puis c'est un proche. Allez demander de l'aide, ils vont vous soutenir là-dedans. Puis moi, je pense que tant qu'on a un service dans une famille, bien, on a un pouvoir d'action. Hein? Il y en a quelqu'un qui est capable d'évaluer, puis d'aider, puis de poser des actions là, pour éviter les drames. Absolument. Et à ce moment-là, si on est justement plus comme en posture d'intervenant, c'est quoi justement qu'est-ce qui peut nous indiquer que peut-être que là, j'ai besoin... Comment ça marche? Qu'est-ce que ça marche en hiver? Oui, c'est ça, là. Il se passe quoi, là? C'est quoi les... En fait, Radar 02 offre la formation, là, parce que c'est une formation qui peut s'échelonner sur une journée ou 2 journées, tout dépendant le rôle qu'on occupe. OK. Fait que, c'est sûr que c'est difficile à résumer en 10 minutes, mais ces intervenants-là vont suivre cette formation-là qui est offerte par Radar 02 pour justement avoir un outil qui va les aider dans leur prise de décision, qui vont être capables d'identifier certains facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si je vous donne un exemple bien facile, souvent, la séparation amoureuse, c'est notre premier facteur de risque, tu sais. Le fameux 0-3 mois. Exactement. Avant l'annonce de la séparation, le après, c'est souvent des moments critiques, puis ça va être souvent le facteur qui va nous amener à dire, OK, bon, j'ai une séparation, ça se passe pas bien, je vais aller faire mon évaluation complète du risque et regarder tous les autres facteurs pour que justement, je peux voir, est-ce qu'on est dans un risque homicide ou est-ce qu'on est dans de la violence post-séparation? Oui, c'est ça. Il y a comme une nuance entre les deux. Donc... C'est quoi ces nuances-là, justement? Comment vous arrivez à voir que on est peut-être plus dans un profil d'homicide ou on est plus dans un profil... c'est quoi les facteurs, justement, qui soient précipitants ou aggravants? Il y en a quand même plusieurs. Là, on parlait de la séparation, mais si on parle en fait que si je suis un homme que j'ai plus de contrôle en fait sur la situation, ça peut être aussi un facteur qui peut précipiter la situation. Oui. Bien, c'est un bon exemple. Dans le risque homicide, c'est justement cette perte de contrôle-là qui va se transformer un peu, si on veut, en une obsession qui va mener à des comportements là, pour essayer de reprendre là, la relation. Tandis que quand on est dans un cycle de violence conjugale, bien, on est dans le contrôle. Là. Oui. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va le nuancer. Là, je vous dis ça dans les très, très grandes lignes. C'est sûr que quand on parle d'une évaluation, une appréciation du risque homicide, c'est beaucoup plus de questions, c'est beaucoup plus large. On regarde vraiment tout. Puis c'est comme je vous dis, c'est une formation d'une journée. Est-ce que la consommation, c'en est un facteur, justement? Est-ce qu'on peut penser que les gens, c'est un mythe, ça, en fait, justement? Selon les recherches, il y a 5 à 10 des homicides qui sont faits sous consommation. Là, je vous parle des recherches qui ont été faites sur la majorité des allochtones. C'est sûr que quand on regarde au niveau des Premières Nations, on peut se poser les questions différemment. Par contre, la consommation, la santé mentale dans l'homicide conjugal, c'est lui qu'on voit le plus, c'est 50 des homicides qu'on voit là, dans toute la portion intrafamiliale. La consommation, la pauvreté, la santé mentale, ce ne sont pas des facteurs de risque. Par contre, dans les autres catégories, on va les retrouver. Mais dans celle-là, non. Qu'est-ce que tu veux dire dans les autres catégories? Des parents qui vont tuer leurs enfants, les enfants qui vont tuer leurs parents. Il y a beaucoup de contextes différents pour chacun des... Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est super pertinent parce qu'en même temps, ça vient justement montrer que
ce genre de situation-là, ce genre de drame-là, en fait, ça peut arriver finalement à toutes les strates sociales. Tout à fait. C'est ce qu'on comprend. Oui, il n'y a pas de... Moi, je dis toujours, l'homicide, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de classe sociale. Ça peut arriver à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde. Tandis que la pauvreté, la consommation sont des facteurs de risque de la violence conjugale. Fait que là, c'est ça, c'est le gros enjeu pour les intervenants quand on travaille avec l'homicide, c'est de différencier qu'est-ce qui appartient à la violence conjugale, qu'est-ce qui appartient à l'homicide conjugal. Malgré qu'on sait quand même aussi que la violence conjugale, c'est quand même dans toutes les strates sociales, là, mais dans le fond, ça demeure un facteur de risque peut-être qui est différent quand on est dans un contexte d'homicide, finalement. Tout à fait. Et c'est quoi les étapes ou c'est quoi justement les interventions qui vont être concrètement posées? Si, par exemple, je suis dans une famille à risque, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que je vais m'en rendre compte? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Est-ce qu'il va y avoir des filets qui vont être identifiés principalement pour la famille? Qu'est-ce qui va... Bien, quand on travaille avec un risque d'homicide et quand on est rendu à la cellule, c'est parce qu'on se dit on est quand même dans un risque sérieux là, qui nécessite des interventions assez rapides. Fait qu'à ce moment-là, on va aller chercher vraiment les partenaires autour de cette famille-là qui peuvent poser une action. Fait que partenaires, ça pourrait être les intervenants de la famille, ça pourrait être les avocats. Est-ce qu'on va impliquer le juridique? Ça va être davantage, j'ai envie de dire, les maisons d'hébergement, les organismes pour auteurs de violence. Ça peut être tout autre organisme qui gravite autour de la famille. Ça peut être nos services policiers, le centre de prévention et d'écoute du suicide. Bon, ça peut être vraiment tout le monde. En fait, l'idée, c'est de dire... C'est pas nécessairement non plus la protection de la jeunesse, là. Oui, ça peut être... Ça pourrait. Oui. Je veux dire, en fait, de la façon que Radar est construit, c'est que tous les organismes de la région, peu importe c'est quoi leur mission ou leur provenance, ont été formés en prévention de l'homicide. C'est-à-dire que s'ils travaillent auprès d'une famille, identifient des facteurs de risque, vont réaliser l'évaluation du risque et s'ils jugent qu'ils sont dans un risque sérieux, peuvent faire appel à la cellule. Il y a une seconde évaluation qui est faite et à ce moment-là, si on décide de déclencher une cellule, on va aller chercher les partenaires qui sont susceptibles de causer. C'est ça, OK, c'est ça, ça peut c'est être un tout milieu confondu. scolaire, ça peut être un centre d'aide alimentaire. En fait, l'idée, c'est de Mais dire... ça veut même pas dire, dans le fond, qu'il était déjà présent et actif. C'est ça que je comprends, c'est que ça se peut qu'on va amener de nouveaux partenaires. Ça dépend s'ils peuvent poser une action pour aider la famille. Okay. Puis, vous savez, les gens, la population sont libres de prendre les services ou pas. On peut pas leur imposer, sauf si on est devant un juge. Mais nous, on travaille pas... on ne travaille pas avec les juges. Donc, c'est un peu l'idée. Puis, en fait, pour mieux comprendre comment fonctionne une cellule, il faut comprendre l'histoire d'une cellule d'intervention rapide. Il faut reculer en 1998. Ça fait quand même plusieurs années. Dans la région de Bécomo, il y a eu un familicide. Donc, c'est monsieur qui a tué son fils, sa conjointe et s'est suicidé par la suite. Okay. Donc là, on recule de 25 ans. Et à ce moment-là, comme à tout homicide au Québec, il y a un coroner qui se penche sur la question et le coroner Bérubé, dans ce cas-là, est allé vraiment nommer qu'il y avait plusieurs intervenants autour de la famille qui connaissaient l'existence de cette situation-là, savaient que madame avait peur, savaient que monsieur avait des idées de mort envers sa conjointe et des idées suicidaires. Mais on s'en parlait pas. Exactement. À ce moment-là, on travaillait vraiment en silo. Je comprends. Donc, lui est allé nommer ça dans son rapport, ce qui a amené un changement dans la loi qui permet maintenant aux intervenants que quand on est dans un niveau de risque très important qui nous inspire un sentiment d'urgence... Oui, notre fameux secret professionnel qu'on peut lever, en fait, dans un contexte où est-ce qu'on a peur pour la sécurité d'un tiers. Okay. Tout à fait. Et en fait, ce que ce drame-là a aussi apporté, c'est de dire on a besoin de se concerter. Arrêtons de travailler en silo. On a besoin, là où moi, mon mandat se termine, c'est le mandat de mon partenaire qui commence. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la concertation. Puis c'est le cœur des cellules, c'est de dire, quand je suis avec ce risque-là, je ne peux plus assurer la sécurité seule, j'ai besoin de mes partenaires. Donc, c'est souvent ce qu'on va dire à quelqu'un qui est dans un service. Actuellement, avec ta situation, je ne peux plus assurer ta sécurité, j'ai besoin de parler à mes partenaires. La loi me l'autorise et même me l'oblige. Parce que si je garde ça pour moi et qu'il arrive quelque chose... Ouais, ça pourrait faire peur à une victime ou à un acteur. C'est que si je lui nomme que là, j'ai besoin d'aller chercher davantage, ça peut comme m'effrayer puis dire non, de peur des récidives ou des craintes ou des conséquences ou bref, de tout ce qui pourrait se passer. Alors que, comme intervenant, la loi nous permet de pouvoir
faire ce qu'on a à faire, là, finalement, pour protéger le plus de monde possible, là, finalement. Exactement. Nous permet, puis j'ai envie de dire, vous oblige, entre guillemets, parce qu'au Québec, depuis que cette loi-là a été créée en 2001, il n'y a jamais eu de poursuite pour avoir levé le secret professionnel. Par contre, il y a eu, à l'inverse, des sanctions parce que la personne ne l'avait pas fait et il y a eu un drame qui s'est passé. Là. Fait que, oui, quand on se trouve dans ce niveau de risque-là, de un, c'est très stressant. Autant pour les victimes que la famille que l'intervenant. Donc, il ne faut pas rester seul avec cette gestion-là. Puis c'est pour ça qu'on parle de concertation. Moi, j'y crois très fort. Puis c'est le cœur des cellules, de dire on est tellement dans un niveau de risque qu'on va se concerter ensemble, on va partager le risque ensemble. Mais ce que je comprends, dans le fond, c'est que, mettons que j'en suis une intervenante, là, en fait, dans la vie. Fait que, mettons que je suis dans une situation où est-ce que, justement, j'ai l'impression que je suis allée au bout et que là, j'ai besoin... Bien, je pourrais communiquer avec Radar ou si je suis ailleurs dans le Québec, tu communiques avec la cellule de ton secteur. Et à ce moment-là, tu vas être en mesure de me dire, attends un petit peu, est-ce que ça a été fait? Puis là, après ça, de me diriger s'il y a d'autres choses à faire ou de faire comme, oui, OK, c'est beau, on part une cellule. C'est exactement, c'est extrêmement bien résumé. Des fois, il y a des actions à l'interne qui vont être faites. D'autres fois, ça va être de dire, bien, peut-être que si tu appelles ce partenaire ou ce partenaire, ensemble, vous êtes capable de diminuer le risque. Vous n'avez pas besoin de la cellule. Exactement. Puis dans certains moments, on va se dire, on a besoin d'aller plus loin. Oui. Mais ça, je trouve ça tellement sécurisant aussi pour les... Bien, autant pour la population, en fait, que pour les intervenants, parce que souvent, dans une situation, tu as un suivi. En tout cas, je te le souhaite. Puis l'intervenant, après, oui, on a à se questionner sur, là, est-ce que j'ai atteint des limites ou pas, là, en fait. Là. Tout à fait. Vraiment. Tellement important, mon Dieu. À travers le reste du Québec, comment on fait? Parce que là, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je cherche sur Google radar02.com, puis je vais trouver quelque chose, ou .ca. Oui. Mais le reste du Québec, comment je fais pour trouver ce genre de ressources-là? Bien, en fait, cellules d'intervention? Oui. Il y a des cellules d'intervention rapide partout, dans chacune des régions du Québec. Chaque région porte sa couleur. Hein. C'est vraiment... il y en a qui ont des sites Internet, il y en a qui en ont pas. Est-ce que le 811 peut être une porte d'accès rapide? Oui, tout à fait. Super. Oui. Tout partenaire de la région peut être une porte d'accès. Là. Peu importe, vous allez cogner dans une maison de la famille parce que vous avez un bébé tout neuf, ça peut être une porte d'accès. Là. Fait que vraiment, nous, on y a été de cette façon-là. Comment trouver les coordonnées? Moi, je présume que si vous appelez les partenaires, les organismes de la région où vous êtes, ils connaissent l'existence de la cellule. Le 811, c'est ça que je me dis. Le 811, j'ai besoin de parler avec une cellule de crise. Peux-tu m'orienter? Je présume qu'ils vont être en mesure de pouvoir me diriger, justement, en fait. Oui, tout à fait. Absolument. Écoute, on s'en va quand même déjà un peu vers la fin, puis je me demande si, est-ce que de ton côté, tu dis là, ça, on n'en a pas encore parlé, puis ce serait vraiment pertinent, Cynthia, là, qu'on adresse ce sujet-là. Là. Bien, c'est vraiment Radar 02, c'est un service qui est là pour les partenaires. C'est ça qui est important. On dessert la population, mais c'est quelque chose... les partenaires. Oui, qui est là pour soutenir les partenaires dans cette gestion du risque-là. Absolument. Radar, en fait, ça existe depuis avril 2022, donc ça va faire bientôt 3 ans. Ici, au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme tu disais, ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe. 98, c'est la région de Laval qui a initié la première cellule. Après ça, en 2010, il y a eu d'autres modèles qui se sont créés. Puis là, plus les années avançaient, plus il y a des modèles qui ont vu le jour. Et là, ce qu'on voyait, c'est des coronaires qui disaient dans leur rapport, ça prend des cellules partout au Québec parce que ça fonctionne. Donc, on a eu un financement en 2021. Qui vient du secrétariat de la Condition féminine. Ça fait quand? C'est mon Dieu. Bien, c'est correct. Sachez que le Québec est la seule... On en a une maintenant. Puis le Québec est la seule province canadienne, et j'ai envie de vous dire, dans le monde qui s'est prévalu de ce style d'intervention-là, de concertation. Donc, faut souligner ce qui va bien aussi, pas juste ce qui va mal. Donc, tu sais, là, on inspire plusieurs pays, là, notamment en Europe, là, qui viennent voir un peu qu'est-ce qu'on fait pour tenter de le reproduire. Donc, oui, il faut se féliciter. Puis moi, je pense qu'il faut aussi féliciter les partenaires en 98, en 2010, 2012, 2014, qui, sans même financement, ont créé les cellules de par leur propre initiative. Pour justement aller mieux se concerter. Puis ça a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, absolument. Puis ça a sauvé plein de vies, en fait. Oui. T'sais, au final, ce que je comprends aussi, en fait, c'est que si je suis dans une situation où est-ce que je suis victime de violence ou que j'ai des inquiétudes par rapport, en fait, à ce que mon partenaire pourrait faire à mon égard ou à celui de mes enfants,
d'aller chercher de l'aide auprès de ces professionnels, c'est la première chose à faire. Exactement. Aller dans les organismes communautaires, en fait, justement, je pense à les maisons d'hébergement, je pense à SOS Violence conjugale, je pense à tout le regroupement à cœur d'homme qui vont justement offrir des services pour les acteurs et actrices de violence. Et si je suis un professionnel, bien là, à ce moment-là, c'est de pouvoir contacter Radar si on a l'impression que, justement, on est venu au bout des capacités de pouvoir offrir ces fameux filets de sécurité, en fait, pour assurer que tout le monde reçoive les services puis soit en sécurité. Qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Et qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Tout à fait. Absolument, absolument, absolument. Tu as bien résumé ça. Hey, je suis pas pire, hein, quand même. De ton côté, est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais pouvoir justement mettre à jour sur la prévention, si on est autant professionnel que si on est des gens de la population? Est-ce que tu remarques des choses qui sont soit des facteurs communs ou justement que tu regardes ça, ça revient souvent, puis c'est échappé ou... Bien, c'est difficile à dire. Moi, j'ai envie de vous dire que chaque cas est unique. On est un bébé cellule aussi. Hein? On est très... Tu sais, ça fait juste 3 ans. Ça fait 2 ans qu'on est en activité, 1 an, une demi-année d'implantation. On est encore en période d'ajustement de bonification, tu sais, notre modèle. Bien sûr, bien sûr. Par contre, moi, j'ai envie de vous dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est déjà porteur d'une très belle concertation. Les gens se parlaient déjà avant que moi, j'implante ou qu'on implante ce projet-là. Donc, ça a été très facile. Quand on est arrivé, on leur a proposé ça. Ça coule, c'est facile, ça va bien. Les gens sont contents d'avoir cet outil-là de plus dans leur coffre à intervention. Puis, tu sais, il ne faut pas penser que parce qu'il y a des cellules, il n'y aura plus jamais d'homicide. C'est pas ça du tout l'idée. Par contre, si homicide survient, bien, c'est sûr qu'on se questionne. Est-ce qu'on connaissait ces gens-là? Si on les connaissait pas, comment on fait pour les rejoindre? Puis si on les connaissait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais puis le but, c'est pas non plus de porter un coupable puis de trouver. C'est pas ça le but. Le but, c'est de s'améliorer pour pouvoir prévenir, en fait. Parce que s'il y a une famille qui a vécu ce drame-là, en fait, est-ce qu'il y aurait des interventions qui auraient pu être faites d'une autre manière ou... Comment on peut juste s'améliorer? C'est un peu... C'est ça, d'être capable de faire cette rétrospective-là, je pense que c'est important comme professionnel, justement, pour assurer la sécurité de tout le monde. Vraiment, vraiment. Sylvie, tu es vraiment pertinente. Merci énormément de faire le travail que tu fais parce que moi, ça me touche quand même parce que je l'ai dit au début, mais je vais leur dire encore. Ce serait le fun que vous n'ayez pas besoin d'exister. Des fois, je dis aussi que moi, ma job, je me dis, si un jour on n'a plus besoin de moi, ça va vouloir dire que ça va donc bien dans la santé mentale des gens. Mais c'est important de faire ce travail-là. Puis, je suis consciente aussi que parfois, il y a peut-être des gens que c'est difficile de parler de ces sujets-là. Hein, on a nommé des mots qui peuvent faire peur, mais plus on va en parler, puis là, je ferai le parallèle avec le suicide, mais c'est un mythe. Ça aussi, que plus on en parle, que plus ça va exister. Au contraire, plus on en parle, plus on va être en mesure de pouvoir le prévenir, en fait. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment important. Puis, si on veut vous rejoindre, radar.ca. www.radar02.com. C'est le site Internet qui explique un petit peu le fonctionnement de Radar. Absolument. Vos formations, les informations sont tous, en fait, accessibles. Tout est là pour les intervenants, les partenaires. Et si la population a des questions par rapport à ce sujet-là, peuvent se référer à leur, comme tu le disais tantôt, leur organisme, centre de femmes ou n'importe qui connaissent l'existence de Radar. Génial. Puis, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça me fait vraiment je suis d'accord avec toi, il faut en parler. Vraiment, 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 vraiment. Puis si votre professionnel, lui, ne connaissait pas Radar, bien, écoute, vous y allez avoir fait découvrir Radar. Parce que si tu es un intervenant et tu ne le connais pas, va googler, ça urge. Merci à toi de ton passage. Merci beaucoup.